Le 10 juin 1938 paraissait tout à la fois dans l'Action française et dans Je suis partout la critique de François Vineuil du film Le Petit Chose, texte intégral. La compagnie lyonnaise qui vient de financer Le Petit Chose représente un des premiers efforts sérieux que l'on ait tenté chez nous pour apporter au cinéma de l'argent sain et non juif. À ce titre déjà, cette compagnie mérite notre sympathie et s'il est besoin notre indulgence pour ses premiers pas. Le choix d'une adaptation littéraire pour une des premières réalisations de cette compagnie marque une certaine timidité. On s'est souvent expliqué ici et ailleurs sur les inconvénients qu'offrent pour le cinéma ces adaptations, quelle que soit la valeur du livre que l'on a pris pour source, et même surtout si ce livre est consacré, comme c'est le cas du roman d'Alphonse Daudet. Ou bien le scénariste et le metteur en scène se plient fidèlement au texte original et perdent la majeure partie de leurs moyens, ou bien ils en prennent à leur aise et l'on est en droit de se demander s'ils ne font pas d'un titre célèbre un usage abusif. Les auteurs du Petit Chose se sont décidés pour la fidélité. On sent immédiatement, par leurs scrupules, par le choix des épisodes, une sérieuse différence avec le travail des gaillards qui se croient autorisés à tripoter notre littérature parce qu'ils ont appris à jargonner un peu de français à Cracovie ou à Budapest. Nous reconnaissons des hommes fins et de bonne compagnie, c'est déjà quelque chose. Mais le spectateur en réclame davantage. Est-il entièrement satisfait ? Je crains de ne pas en être sûr. Sans doute, un manœuvre quelconque de la plume risquait fort de tirer du joli et mélancolique récit de Daudet une horrible pleurnicherie. On a pris grand soin de nous éviter cela. Mais, à l'insu des scénaristes, le livre n'est-il pas quand même trahi ? Le Petit Chose est le récit d'un écrivain impressionniste, usant d'innombrables et rapides touches. Ce genre de narration est évidemment moins impropre à la traduction cinématographique que le bloc d'un roman balsacien. Mais le cinéma, quelle que soit sa souplesse, son aisance à se déplacer, a besoin d'un fil conducteur. C'est un art dramatique qui a malgré tout besoin d'un certain laps de temps pour développer les situations qu'on lui propose. Il a donc fallu, dans le film du Petit Chose, sacrifier une quantité de détails, de notations qui constituent sans doute l'essentiel du roman. Peut-être un réalisateur plus expérimenté que le metteur en scène, M. Maurice Cloche, serait-il arrivé, en usant de l'ellipse, de tous les truchements de la narration cinématographique, à faire tenir davantage de substance romanesque dans son film. M. Maurice Cloche a imposé très rapidement son nom par une série de remarquables documentaires sur les monuments français, le Mont Saint-Michel, la Provence romaine, modèles du genre par leur archéologie ingénieuse, le bonheur de leur prise de vue. M. Maurice Cloche est un peintre remarquable et aussi un poète amoureux des vieilles pierres, des décors surannés. Dans son premier grand film, nouvelle mouture purement commerciale de Ces dames au chapeau vert, il était parvenu à compenser la vulgarité du sujet par l'agrément et la justesse de ses tableaux provinciaux. Dans Le Petit Chose, qui est déjà un sujet de style, M. Maurice Cloche s'en donne à cœur joie. Rue et cours du Vieux-Lyon, perspective du Vieux Paris, couloir d'un sombre collège cévenol et toute la série des intérieurs romantiques, depuis la mansarde de l'étudiant jusqu'au salon de la Lorette, encombré de francs-freluches, en passant par le magasin de porcelaine de M. Pierrotte et les capitonnades des salons bourgeois.
C'est une série d'estampes charmantes et exactes. On devine que M. Maurice Cloche recherche passionnément la vérité du plus petit détail, s'évertue à rendre vivants tous les cadres, et jusque la chambre de ce vieil abbé, professeur de philosophie du collège, qui sent si bien la pipe et l'étude. Il a dépensé dans tout cela infiniment de conscience et de goût. Mais il est regrettable qu'il ne sache pas aussi bien faire vivre ses personnages. C'est à croire qu'il l'intéresse beaucoup moins qu'un peu de lumière sur un mur moussu. Un spectateur qui aime les images bien composées et bien éclairées ne s'ennuie pas. Son œil est sans cesse séduit ou amusé. Mais il faut bien convenir que cela sert à le distraire du véritable sujet qui était l'âme du petit chose, sa jeunesse, son ingénuité, ses illusions, ses ambitions, ses sottises, ses malheurs, et qui, ce sujet, a été traité trop superficiellement. Nous ne pouvons pas nous attacher à cette destinée. Ainsi, les fameuses scènes du collège, le martyre légendaire que les gamins font subir aux pions trop jeunes, sont tout au plus fugacement exprimées, alors qu'elles devaient constituer le point culminant du film. Au moment où l'émotion pourrait commencer à poindre, l'auteur nous éloigne pudiquement. Il en est de même pour le trépas lamentable du frère. Sauf durant quelques rares instants de l'affligeante aventure du petit chose et de la demoiselle Borel, nous survolons cette histoire, nous ne la pénétrons pas. Ce film forme donc, comme tant d'autres, une illustration pour un livre, guère plus animé qu'une suite de lithographies. Les planches ont cette fois l'avantage d'être dessinées avec talent et de nous proposer des héros très plausibles. Dans le découpage adopté en effet par M. Maurice Cloche, le rôle des comédiens se borne à composer une silhouette juste plutôt qu'à jouer. Nous retrouvons dans les rôles principaux celui du petit pion et de son frère, deux enfants du cinéma d'hier, Robert Linen et Jean Mercanton, devenus de grands garçons. Ils sont charmants dans leurs habits romantiques, mais paraissent assez hésitants dès qu'il faut bouger et parler un peu. Mademoiselle Arletty, M. Charpin, M. Delmont sont excellents, comme toujours, dans ce qu'ils ont à faire. M. Le Vigan charge de plus en plus. Pourquoi cet acteur intelligent, qui a du nerf, du relief, en abuse-t-il à ce point? M. Gentissier, lui, nous déçoit pour des raisons opposées. Il est d'une mollesse exaspérante dans le rôle si facile du surveillant général.